parce que tout est lié dans une société. Allez, je te laisse partir, et puis on va interagir comme ça. Donc tu veux que je me présente? Ben oui, s'il te plaît. Voilà. Donc je m'appelle Geneviève Boucher. Je suis née dans une famille d'industriels, amoureux du progrès technologique. Et quand j'ai fait mes études, je suis allée à Dauphine. Alors Dauphine, c'est une fac qui a été créée en 1968 à la demande des Américains, parce qu'ils estimaient qu'on avait des grandes écoles pour faire des ingénieurs, on avait des grandes écoles pour faire des commerciaux, des écoles de commerce, et il nous manquait, selon eux, tout pour gérer l'entreprise. Donc Dauphine, c'était une grande école de management. Donc les disciplines, la discipline majeure, c'était la finance. Et on y a adjoint 2 autres disciplines, les ressources humaines et l'informatique. Parce qu'à l'époque, on parlait d'informatique. Et en informatique, alors, il y a eu des discussions pour savoir si c'était une université ou une grande école. On a eu un truc un peu bâtard. C'est une université pour avoir des labos de recherche, mais c'est une grande école au sens où il y a un concours d'entrée. Voilà, parce qu'il y avait une dimension élitiste qui était souhaitée par les Américains. Et donc, moi, j'avais pris le cursus informatique, qui a très vite tourné à l'architecture système et réseau. Pourquoi je le signale? Parce que dans la discipline architecture système et réseau, on a vraiment une réflexion systémique. On est vraiment très à l'aise, on est sélectionné pour ça, mais la formation nous incite à avoir une pensée systémique, enfin être à l'aise dans les pensées systémiques. Et je m'ennuie un petit peu, donc en parallèle, j'ai fait l'option finance. Et dans finance, j'ai pris toute l'option économie, macro et microéconomie. Et en 3e cycle, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une spécialisation qui préparait aux fonctions de commissaire au plan. Oui, la dernière année de formation. Les 2 dernières, voilà. Et cette discipline, elle était dispensée par les commissaires au plan de l'équipe de Gaulle, Chaban-Delmas, etc., etc. Des très très fortes personnalités qui étaient très impliquées dans le redressement de la France. Et ils étaient assez imprégnés d'une pensée gaullienne. Et De Gaulle, c'était un stratège. Il avait vraiment un penchant très naturel et très marqué pour le long terme. Hein, il construisait ses stratégies comme son plan, c'est-à-dire je réfléchis à long terme, je dis à moyen terme du coup qu'est-ce qu'il faut faire, et au quotidien, c'est-à-dire en termes de prévision, qu'est-ce qu'il faut faire pour à la fin de l'année, voilà. Hein, et donc quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis retrouvée à gérer les projets spéciaux de France Télécom, qui était en fait le ministère de tutelle de l'industrie des postes et des télécommunications. Et dans cette petite cellule qui était cachée dans un coin, au Pont de Sèvres en l'occurrence, on avait pour mission de jeter les bases de l'industrie, de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. À l'époque, on disait informatique. Donc, l'industrie du numérique grand public en France. Et c'est donc dans mes équipes qui ont été conçues les applications sur le Minitel, la carte à puce, les univers 3D, la gestion des images par satellite. Enfin, c'était grandiose, absolument grandiose. Ouais. Voilà. Et après, alors les Américains m'ont pourchassé 2 fois dans ma carrière. Ah, pourchassé, à ce point-là. Oui, enfin pas moi personnellement, mais j'ai été frappée 2 fois, on va dire, parce qu'une première fois,
c'était à Dauphine, donc ils ont exigé que l'équipe qui enseignait la futurologie, qui préparait des commissaires au plan, devait arrêter l'enseignement. Donc notre laboratoire de recherche a été fermé. Alors quand tu dis, juste, je te coupe, quand tu dis les Américains ont exigé, par quels moyens? Alors les Américains, en fait, à cette époque-là, géraient plus ou moins, plutôt plus que moins, la France et les Alliés en général, au motif qu'ils voulaient surveiller le bon usage du plan Marshall. D'accord, on était dans la période où on bénéficiait encore du plan Marshall. Donc il y avait plein de coins de verrous pour s'assurer que les Français, en l'occurrence, hein, puis les Allemands, et voilà, chaque pays son histoire, fonctionnaient bien. Hein. Et donc, par exemple, les grandes entreprises avaient l'obligation d'avoir des commissaires aux comptes qui étaient des cabinets américains. Hein. Et même encore aujourd'hui, nos grandes entreprises, elles utilisent des cabinets américains, Accenture, Deloitte, etc. Voilà. Les administrations et les collectivités locales, elles avaient d'autres points de repère. Donc elles devaient suivre un certain nombre de recommandations, en particulier celles de l'OCDE. Hein, et il y avait des notations qui étaient faites sur les hauts fonctionnaires. Voilà. Donc on était quand même beaucoup plus contrôlés qu'on pourrait le croire. Hein. On était même très très contrôlés. Donc à Dauphine, cette autorité, hein, qui, elle, surveillait l'Agence nationale des recherches, l'ANR, hein, a dit non, ce sujet de recherche, c'est pas la peine. Or, notre labo, sur quoi il travaillait, il disait la chose suivante, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été admise dans ce labo. Les gens étaient dans les champs, on les a mis dans les usines. Et ça a été violent, ça ne s'est pas passé en douceur. Hein. En Angleterre, ça a été terrible, et en France, ça a été assez sévère. Et on les a mis dans les usines, mais progressivement, on a mécanisé, on a robotisé, donc on les a mis dans les bureaux. Mais avec l'informatique, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, on va les chasser des bureaux. On va les mettre où ? Voilà. Et donc, les Américains avaient dit, la France n'étant pas un pays planifié, elle n'a pas besoin de commissaire au plan, donc cette formation est sans objet. Voilà, on ferme la boutique. Et j'étais la dernière diplômée parce qu'on a rouvert le labo pour que je puisse soutenir ma thèse. Parce que à ce point-là, vraiment la dernière. Oui, l'année où je devais soutenir ma thèse, je suis allée sur un bateau d'Alain Colas, le navigateur, et ça m'a occupé 1 an, et sans remettre pied à terre. Donc pour soutenir une thèse en mer, à l'époque, c'était Saint-Luce Radio, c'était pas possible. Donc on a rouvert, voilà. Donc je sais que je suis la dernière, j'en suis sûre et certaine. J'ai une bonne raison de le savoir. Et donc, moi, ça m'avait énormément choquée. Et d'ailleurs, on avait réagi quand on nous avait dit « mais cette formation, elle ne sert à rien puisque la France n'est pas une économie planifiée, donc elle n'a pas besoin de commissaire au plan ». Ce à quoi nous avions répondu non, on fait de la stratégie à long et moyen terme. On ne peut pas gérer si on ne fait pas de stratégie. Non. Votre sujet, là, les travailleurs qui sont dans les usines, dans les bureaux, on ne sait pas où les mettre. Nous, on sait où vous allez les mettre. Vous allez les mettre dans le service à la personne et dans les loisirs. Ce à quoi nous avions répondu, mais le service à la personne, ça coûte très cher. Il faut déjà essayer de comprendre comment on va financer ça. Parce que pour le moment, c'est les familles qui s'occupent des familles. Donc, parce que ça visait les vieux, hein, pour être précis. Et les loisirs, vous ne pouvez pas en faire une industrie à part entière. Le loisir, c'est comme la nourriture, il y a un mécanisme de satiété. Si on le transgresse, on crée des addictions.
Et ces addictions nous emmènent un peu n'importe où. Or là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, des jeunes qui perdent des repères, parce que le loisir, c'est pas n'importe quoi, c'est à certains moments, c'est ensemble, c'est pas une industrie, il faut que ce soit un secteur de l'économie, on est tous d'accord. Mais franchir le cap pour dire j'en fais une industrie, c'est délicat. Voilà. Donc nous, on avait été contre, mais comme on n'avait pas la voix au chapitre, moi j'avais été très impressionnée. C'était un gros choc pour moi. Et puis là-dessus, donc, je m'occupe de ces fameux projets spéciaux. On fait des trucs extraordinaires, en particulier le Deuxième Monde, qui est devenu Second Life. Et le Deuxième Monde, en fait, c'est les Américains qui ont récupéré le truc par un jeu de rachat de sociétés et qui essayent encore aujourd'hui de le faire vivre. Et toute l'histoire de ce projet est une histoire à part entière. C'est juste passionnant. Mais elle rentre dans le problème précédent, les loisirs à distance. Donc le Second Life, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que fonctionne l'humain. Voilà. Donc les Américains décident qu'on ferme tout. Donc dans l'administration française, quand quelqu'un perd son emploi et qu'il est à un certain niveau, comme on ne veut pas qu'il ne soit pas content, on le reloge. Donc j'ai été relogée dans une très grande banque où j'ai fait plein de choses passionnantes, mais ce n'était pas mon créneau, je ne suis pas restée. Donc j'ai créé ma boîte, et ma boîte, elle avait 2 activités. La première activité, elle écrivait des dialogues pour que les internautes, alors les minitélistes et puis après les internautes, puissent passer des virements, acheter des billets de train, faire des simulations pour savoir quelle est la configuration de voiture qui leur va bien en termes de budget, de fonctionnalité, je sais pas. Autrement dit, que les gens puissent faire des choses complexes sans jamais ouvrir un manuel, sans jamais appeler quelque part pour dire « je voudrais mais j'y arrive pas, comment… » Voilà. Donc nous, on était spécialisés dans cette activité-là parce que pour la faire fonctionner, il faut essayer de comprendre les mécanismes de l'utilisateur dans sa tête quand il vient, sa priorité, et si on lui donne pas ça, il est perdu ou il est mécontent ou je sais pas quoi. Donc c'était décortiquer tous les mécanismes des internautes pour que ça soit fluide, étant entendu que il y a 100 000 internautes, il n'y a pas 100 000 comportements, mais il y a quand même des familles de comportements. Ça, c'était dans quelle année alors quand tu as créé ta Donc boîte? ça, c'est les années 90. Le Minitel et tout ce truc-là, c'est les années 80. Ce que je raconte, c'est les années 90. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième activité de ma boîte, c'est qu'on faisait de la stratégie pour les grandes entreprises, les grandes institutions, pour les accompagner à franchir le cap de la numérisation. Et donc, avec ces 2 activités, alors, ma boîte était leader sur son domaine. Donc, on a fait toutes les banques et les bourses en ligne, on était présent dans tous les grands médias, dans les… Comment s'appelait cette société? Préfixe Interactif. D'accord. Et donc, à travers cette activité-là, j'ai pu voir l'hostilité des syndicats, mais même des travailleurs en général, qui nous voyaient comme des destructeurs d'emplois. Et j'essayais de dire, alors, au syndicat et au travailleur, je disais, bon, on va essayer de trouver des solutions, mais à la hiérarchie, je disais, prenez le problème très au sérieux. Et je voyais bien qu'ils prenaient le problème très au sérieux, dans le sens… ça coûte moins cher, mais j'augmente pas les salaires pour autant. Ça coûte moins cher parce que, entre autres, à la fin, le boulot qui était fait par mes petites mains, c'est fait par le consommateur lui-même.
Et moi, je n'ai pas besoin de rémunérer le consommateur. J'ai juste à faire en sorte que ça se passe bien, mais je ne vais pas au-delà. Et donc, alors, ma boîte marchait le feu de Dieu, donc je n'avais pas énormément de temps pour réfléchir. Mais il y avait quand même quelque chose qui me turlupinait, c'est que je disais, ce truc-là va faire basculer la société. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voyais bien, surtout quand je travaillais avec les industriels, je voyais qu'il y a eu un courant de pensée qui a commencé à dire, parce que jusqu'aux années 70-80, les grandes entreprises avaient leur propre labo de recherche et faisaient leurs propres innovations. Chez Procter & Gamble, on imaginait des lessives nouvelles, des savons, je ne sais pas quoi. Chez Renault, on faisait des moteurs plus performants, avec des carburants plus intelligents, je ne sais pas quoi. Et puis, la tendance a été d'externaliser la recherche. C'est-à-dire que, petit à petit, l'idée, ça a été de dire, vaut mieux ne pas se ruiner à faire tourner des labos. Il faut avoir des gens qui font du scouting à travers la planète pour repérer des fous géniaux, des Elon Musk en fait, et puis d'absorber le Elon Musk quand il commence à avoir une idée qui tient la route. Voilà. Et puis cette idée de j'externalise ceci, puis cela, puis je ne sais pas quoi d'autre, ça a commencé à venir aussi. L'entretien des bâtiments, j'externalise, la compta, j'externalise. À la fin, la boîte, c'est un noyau dur, et puis des gens, voilà. Et moi-même, dans ma boîte, il y avait un noyau dur sur lequel j'étais excessivement exigeante sur la qualité. Et puis, pour que les équipes se renouvellent sans arrêt, j'avais des extérieurs. Donc, je faisais moi-même ce que j'observais chez les autres. Aujourd'hui, comme tu dis, moi, c'est quelque chose que j'ai repéré, et j'ai repéré aussi dans le côté social de l'entreprise. C'est-à-dire, comme tu disais, par exemple, prenons Renault. À une époque, chez Renault, la personne qui faisait le ménage était un employé Renault. Le comptable était un employé Renault. Le cantinier, les gens à la cantine étaient des employés Renault. Même les gens qui transportaient, qui allaient livrer les voitures avec les camions, ou qui les mettaient sur les trains, étaient des employés Renault. Donc on appartenait à une grande famille. Porteur de la fierté Renault. De n'importe quelle entreprise, on va dire, et surtout avec une possibilité d'évoluer. On en reparlera, mais tu vois, des fois, il y a des histoires, mais aujourd'hui, il n'y en a plus où la personne qui faisait le ménage dans l'entreprise, aux États-Unis, il y a une boîte comme ça, je ne sais plus, c'est une chaîne d'hôtels, je crois, que la personne a commencé par presque les ménages et a monté. Et aujourd'hui, c'est plus possible parce que la personne qui fait le ménage n'est pas dans la même entreprise, la personne qui et donc les gens se parlent parce qu'ils se croisent, mais ils ne vont pas se croiser dans le cadre des relations extra-travail, extra-professionnel. Comme tu dis, quand on fait une réunion extra-professionnelle avec la banque, il n'y a que le corps du métier de la banque, il n'y a que le corps de métier de l'assureur, de la voiture, et tous les autres métiers comptables, comme on a dit, ne sont plus là parce que ces gens-là sont externalisés. Ça, c'est quelque chose qu'on reviendra peut-être une autre fois dans une discussion que je ferai avec d'autres personnes. Mais donc, j'ai vu que les grands corps étaient en train de s'émietter, tomber en petits morceaux. Les grands corps de quoi? Les grands corps le pilier Renault, le pilier, je ne sais pas, on avait des médicaments à l'époque, Roussel-Uclaf. J'avais fait une intervention chez Roussel-Uclaf. C'était un pilier de la pharmacie française. Voilà. Et je voyais bien qu'ils étaient en train de s'effriter eux-mêmes. Dans la joie et l'enthousiasme, ils n'avaient pas peur de ce qu'ils faisaient. Et moi, je disais, mais ça va changer la civilisation. Elle repose plus sur les mêmes principes. Et en même temps, étant donné que je le fais moi-même pour ma propre boîte, je comprends ce qu'ils veulent faire. Moi, pourquoi je fais moitié-moitié, moitié interne, moitié externe? Pour qu'on se renouvelle sans arrêt. Certains le font pour rationaliser, pour limiter les coûts, pour pouvoir couper plus alors, facilement. Effectivement, ils ne le font pas tous pour faire tourner les équipes. Dépenser que ce dont on a besoin. Parce surtout couper facilement. C'est pas facile de couper un contrat où il y avait 50 personnes que de licencier 50 personnes. Voilà, mais c'était ça mon problème, c'était les variables d'ajustement. Et puis, il se trouve que ma boîte,
travailler dans ma boîte, c'était plutôt sympa et rigolo. Donc, j'avais pas trop de problèmes de recrutement. Et donc, j'alliais créativité, réactivité, tout va bien. Voilà. Bon. Et puis, j'ai commencé à dire, mais toutes ces histoires-là, je détruis de l'emploi. Je fais en sorte que le tissu entrepreneurial, il va être obligé de se reconfigurer parce que cette logique, elle m'a l'air d'être une logique très puissante sur laquelle on ne reviendra pas. Et puis je faisais aussi un parallèle. En gros, si on regarde les machines, au début, elles étaient très grosses et on était fiers de leur puissance. Et puis petit à petit, on les a rendues petites. Là, ici, quand on regarde le matériel, pour faire ça, il y a 20 ans, c'était pas un petit truc qui rentre dans un sac à dos. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir des trucs petits, légers, faciles à manipuler, etc. Et le tissu entrepreneurial, il va aller dans ce sens-là. Un autre truc qui m'avait beaucoup frappé aussi, ma maman, donc moi je grandissais en province, mais ma maman, elle était assez parisienne. Alors, entre autres, elle allait au salon des arts ménagers, au CNIT, et elle nous ramenait des trucs. Mais c'était à mourir de rire. Il y avait des trucs, elle s'en servait 3 fois. Elle se pinçait le doigt avec, ça marchait pas. Il y avait des trucs. Bon, puis dans le fatras, il y avait des trucs, c'était sensationnel. Ça lui changeait la vie. Bon. Le fatras. Nous, dans le sud, on dit des tcharafis. Je ne sais pas si ce terme est connu à Paris, les tcharafis. Et donc, je voyais bien tout ce processus d'innovation. Il suffisait d'aller dans la cuisine pour voir comment ça marche l'innovation, quoi. C'était très très drôle. Mais surtout, ce que j'ai trouvé d'assez extraordinaire, c'est que quand j'étais petite, on habitait toujours dans des très grandes maisons, et donc ma mère avait toujours ce qu'on appelait à l'époque une bonne. C'est-à-dire une dame qui était là à plein temps. Une aide ménagère. Une aide ménagère, mais à plein temps, qui habitait et qui rentrait chez elle seulement le week-end. Et elle travaillait de tôt le matin à tard le soir, quand j'étais petite. Et progressivement, au hasard d'un déménagement, on est passé à la femme de ménage. Et puis au hasard d'un déménagement, on est passé à plus rien du tout. Et ma mère, elle trouver le temps de lire des livres, d'aller voir ses copines et je sais pas quoi. Et effectivement, j'ai regardé les statistiques. Dans les années 60, une ménagère passait environ 6 à 8 heures en tâches strictement ménagères. Et les ménagères de maintenant, surtout que les messieurs viennent prêter main forte. Les ménagères. C'est 1h30. Par jour, voilà. Hein, eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil dans les usines et dans les administrations. Il n'y a pas de raison. Donc là, ça donne une indication chiffrée. Par contre, dans les administrations, on continue à faire monter la masse salariale. Alors dans les usines, on les réduit. C'est un vrai sujet. Ça sera un autre sujet. Non, mais c'est pour rebondir sur cette remarque. Il y a une remarque qui a été faite au ministère de l'Agriculture. Je crois que depuis une dizaine ou vingtaine d'années, le nombre d'agriculteurs, 30 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2 ou 3. Et puis le nombre de personnes au ministère de l'Agriculture, je vérifierai les chiffres, a été multiplié par 2. Regardez, il y a 2 fois plus de gens pour gérer 4 fois moins de personnes. Donc ça fait tout à fait. De 8 à 10. Tout à fait. C'est un sujet assez explosif, mais central. On l'abordera, oui, tout à fait. Central. Parce que l'agilité, c'est à tous les étages. On ne peut pas avoir un pachyderme et puis tout le reste agile autour. Le problème qu'on a aujourd'hui, entre les entrepreneurs Donc tout ça fait que j'ai dit, mais je voudrais comprendre la civilisation vers laquelle on se dirige. Donc moi j'ai commencé à dire, mais j'ai l'impression que la civilisation vers laquelle on va ne ressemblera plus du tout à la civilisation. Voilà. Donc du coup, alors je l'avais fait dans le cadre de mes études, donc c'était facile pour moi de reprendre un petit peu ce que j'avais appris à la fac. J'ai dit, je voudrais arriver à comprendre comment grandissent et meurent les civilisations. Donc ça, j'avais appris plus ou moins à la fac. Donc nous, où est-ce qu'on en est dans ce processus-là ? Le cycle. Voilà.
hein. Et en fait, pour le dire de façon très schématique, il faut comprendre les processus d'évolution du vivant. En gros, la plus petite cellule qui est en nous, ou qui est dans une petite amibe au fond de la rivière, là, la plus petite cellule, elle est douée d'homéostasie, c'est-à-dire qu'elle est en permanence en train de vérifier que l'environnement est stable. Et elle fait plus que ça. Elle détecte donc des potentielles instabilités, soit parce qu'un danger est en train de se présenter à l'horizon, soit parce qu'il y a une opportunité qui fait que ce serait bête de la louper. Donc il y a ce que les Chinois appellent crise, hein, c'est crise au sens drame ou opportunité. Et donc si elle décide qu'effectivement il faudrait évoluer, donc elle enclenche un processus qui s'appelle le processus de vicariance, où on va se mettre à chercher des tas de solutions pour soit saisir l'opportunité, soit se prémunir du danger, et même souvent les deux à la fois. Donc ça donne des tas de trucs, c'est assez exubérant. Et puis à un moment donné, on dit, on va peut-être pas trouver la solution, on en a une, on va s'organiser et recréer de la stabilité autour de cette solution. Et on rentre dans la phase de simplexité, c'est-à-dire qu'on retient le meilleur de ce qu'on a trouvé, le meilleur de ce qu'on aimait bien avant, et avec tous ces meilleurs, on fait la solution qui permet de retrouver un régime de croisière. Et étant donné que moi, dans ma famille, on a vécu l'ère industrielle, hein, c'est-à-dire comment on a développé des industries toujours plus puissantes, et on en a été fiers. Et dans la famille, c'était vraiment des choses qu'on transmettait. Hein, voilà. Et puis après, j'ai vu cette exubérance, et cette exubérance qui est passée à l'extrême, ce qui a donné, entre autres, le consumérisme. Et eh bien, ce consumérisme, c'est pas durable. Alors, on peut expliquer pourquoi c'est pas durable. Il y a plein d'explications, mais en particulier une explication anthropologique. Hein. Quand vous mangez un gâteau délicieux dans une pâtisserie, vous allez avoir envie de retourner dans la pâtisserie et vous allez être un peu déçu. Et de plus en plus déçu parce que l'effet waouh se ratatine, hein, voilà. Et donc, entre autres, c'est l'explication la plus simple hein, pour comprendre pourquoi. Voilà. Donc, cette ère industrielle, elle est forcément appelée à chuter et elle amène une nouvelle étape qui est la vicariance. Donc, la question que je me suis posée, c'était de dire, mais comment on est rentré dans l'ère industrielle? Et parce que si on comprend comment on y est rentré, on va pouvoir designer de comment on va en sortir en essayant de garder le meilleur de ce qu'il y avait dans cette étape et dans les étapes précédentes. Donc je me suis lancée dans un travail assez compliqué sur comment on est rentré dans l'ère industrielle. Alors, en gros, avant l'ère industrielle, c'est le dernier chapitre de la sédentarisation. La sédentarisation, c'est la période durant laquelle l'homme se fixe comme objectif de résoudre la manière de satisfaire les besoins primaires du plus grand nombre, c'est-à-dire nourrir, vêtir, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, si on dit on sort de cette époque-là, ça veut dire qu'on dit on n'a pas trouvé la manière de nourrir tout le monde et on va continuer à essayer de trouver la manière de conduire tout le monde. D'ailleurs, on sait qu'on saurait faire si on décidait de le faire, au passage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On ne va pas faire plus de yaourts, on ne va pas faire plus de billets d'avion. Et donc, pour comprendre ce qu'on pourrait faire d'autre, il suffit d'écouter les jeunes. Et les jeunes, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent, s'il faut aller travailler dans des usines où on fabrique des chaussettes, on va le faire. Mais franchement, c'est bon, quoi.
Par contre, je veux donner du sens à ma vie. Je veux me rendre utile. Je veux contribuer à un vivre ensemble de haute qualité. Et là, on est dans l'Institut du climat. C'est un défilé de jeunes qui disent « je voudrais que l'environnement soit respecté ». C'est assez bizarre parce que ils passent énormément de temps à discuter des nuages, du sol, des animaux et tout ça, alors que dans le périmètre, il faut aussi travailler sur le respect des hommes et en particulier tout ce qui concerne l'intelligence collective. Parce que quand on regarde, c'était comment avant la sédentarisation. L'homme, c'est le dernier mammifère sur Terre. Eh bien, il se distingue des autres parce qu'il a une disposition intellectuelle qui lui permet de parler et d'interpréter le langage de ses congénères. Et en verbalisant, il arrive à se lancer dans des projets complexes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du temps des nomades, les tribus étaient très soudées, et d'ailleurs, le chef, c'était un chef spirituel. Après, ça a été le roi qui, lui, défendait le territoire. Et ensuite, ça a été la finance qui, elle, défendait l'économie, bien qu'on ne soit pas d'accord sur l'économie vue du côté de la finance et le sens étymologique de la finance. Mais bon, voilà. Et donc, pourquoi c'était le chef spirituel? C'est parce que l'homme, il n'a rien pour se battre, à part le langage. Hein, il n'a pas de cornes, il n'a pas de griffes, il ne crache pas du feu, il ne fait rien de bien malin là-dessus. Il n'a que le langage. Et, il a les armes qu'on avait fabriquées. Alors, il s'est sédentarisé pour fabriquer des armes. Oui, voilà, pour se protéger, pour chasser. C'est le début du process. En fait, il avait, et c'est pour ça que les religions étaient le point de départ, il avait la capacité à psalmodier des chants, des prières, des choses comme ça, qui créaient de la synchronisation dans les membres de la tribu. Et les membres étant synchronisés, ils pouvaient se mettre en état d'intelligence collective. Il y avait le stratège, il y avait celui qui avait une bonne vue, il y avait celui qui courait vite, il y avait celui qui avait une mémoire de cheval, etc., etc. Et avec ça, on faisait une tribu très efficace avec l'intelligence collective. Donc, moi je dis, on change de civilisation, ça y est, on sait faire des yaourts en quantité suffisante. Il faut récupérer notre aptitude à l'intelligence collective parce que c'est notre puissance. Et donc, à partir de ce moment-là, quel modèle de société on peut créer ? Et quel modèle de société on peut créer? Eh bien, c'est un tissu entrepreneurial créatif et réactif. Donc, le mouvement de décomposition qui a été le point de départ de mes travaux, en quelque sorte, j'ai fini par comprendre que c'est pas la peine de lutter. Au contraire, il faut l'accompagner pour qu'on en fasse le meilleur. Mais j'ai surtout entendu tous ces jeunes, parce que j'ai consacré beaucoup d'énergie à la création d'entreprises. C'est une magnifique chose. Oui, on en reparlera. La création d'entreprise, c'est un sujet qui... Et on n'est pas arrivé à maturité en France. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte, c'est même une catastrophe. On fera un sujet entier là-dessus. Oui. Prochainement. Et ces jeunes nous disent, moi je suis attirée par tout ce qui va développer un vivre ensemble de haute qualité. Nicolas Dufourcq, qui dirige la banque BPI. La banque BPI, c'est la banque qui est dédiée à l'innovation. Il dit lui-même que plus de la moitié des projets qu'il reçoit parmi tous les projets qui sollicitent une aide à l'innovation, plus de la moitié relève de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie où on essaye de faire un vivre ensemble de haute qualité. Et
Et donc il dit, moi je suis banquier, je ne peux pas les accueillir parce que financièrement, ils ne sont pas cohérents. Donc je ne peux pas les garder. Et en corollaire, je rencontre énormément de chefs d'entreprise, des grands, des petits et des moyens, et ils me disent tous « Oh là là, l'embauche, c'est une catastrophe ». Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'ils ne payent pas toujours à la bonne hauteur. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Parce qu'on est en concurrence avec des pays asiatiques où les gens sont payés même plus au lance-pierre, quoi. Ils sont payés à la sauvette. Donc... Où ils ne sont pas payés. Moi, j'avais on en reparlera, j'ai une théorie par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire qu'à une époque, on prenait des gens, on les faisait travailler, on ne les payait pas, on leur donnait juste à manger et on les logeait. Hein. Oui. Et puis, comme ça a été interdit, je trouve que justement dans ces pays où c'est pire qu'à la sauvette, moi j'ai l'impression qu'en fait, on les paye, mais en fait on les paye juste pour qu'ils aient de quoi s'acheter à manger et se loger. En général, ils achètent à manger au magasin ou à la cantine qui appartient au patron de l'usine et ils se logent dans des immeubles. Et ils n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour se soigner. C'est ça. Donc en fait, on a remplacé le fait tu travailles gratuitement, je te nourris, je te loge, par tu travailles, enfin, tu es esclave. Il faut faire attention avec ce qu'on dit, mais nourri, logé, par maintenant tu es travailleur, mais on te donne à peine de quoi manger, te loger. Donc en fait, qu'on ne te donne rien, qu'on te donne en nature ou qu'on te donne l'argent pour acheter, tu vois ce que je veux dire, on en reparlera sur ça, mais absolument. De dire ça, c'est quelque chose que j'essaie, on appelle ça l'esclavagisme moderne, mais c'est ça, on te donne ce que tu nous coûtais avant. Alors, la deuxième chose pour laquelle ils ont du mal à recruter, et c'est la plus intéressante en fait, parce que l'économie, c'est la manière de répartir la création de valeur. Comme on est en train de changer de civilisation, je prends comme acquis qu'on va quand même reprendre complètement sérieusement la manière de répartir la création de valeur. Parce que le type qui détient le capital, ok, il a pris le risque de départ et il s'est pas trompé, il est sur le bon créneau. Mais enfin, il faut les bonnes choses ont une fin, quoi. Hein. Oui. Alors, celui qui a mis le capital, il y a deux choses. Il a pris son risque, il peut tout perdre. On peut le rappeler pour remettre. Hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de scopes qui se créent, où justement on est dans mais dans une scope, quand vous avez donné une scope, qu'à un moment donné il y avait un problème, il n'y a plus l'actionnaire derrière pour mettre de l'argent. Hein, donc des fois, et la scope, elle part aux fraises. Eh ben, oui, ou alors il y a le public peut venir, ou sinon, mieux, la communauté des personnes qui, aujourd'hui, il y a des associations qui, quand elles n'ont plus d'argent, elles font un appel aux dons. Et ça repart, hein, comme on avait vu les Restos du Cœur, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans. Bon, Bernard Arnault avait donné 10 millions d'euros, il s'était fait critiquer dans tous les sens. Mais c'est le moyen aussi de rebondir, c'est-à-dire, on en reparlera. Soit c'est la communauté qui dit, on aide, soit l'État, soit quand on est dans le capitalisme, des gens qui remettent au capital en reprenant un départ de l'entreprise. C'est-à-dire quand on remet on fait une augmentation de capital, on prend plus de parts, on pompe. Alors bon, moi j'ai une autre approche encore, mais elles sont toutes audibles, hein, toutes ces approches. Et la réponse doit se situer dans une combinaison. Oui, tout à fait. Et même dans certains cas c'est ça qui va bien, et puis dans d'autres c'est autre chose. Voilà. Mais moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il dit je n'arrive pas à trouver le talent dont j'ai besoin. Alors, en fait, on va vers un secteur productif qui est astreint à la rationalisation. Parce que la logique, mais aussi les consommateurs, mais aussi les électeurs, et finalement les entrepreneurs eux-mêmes, admettent qu'on rentre dans l'ère de la rationalisation, c'est la fameuse simplexité dont je parlais tout à l'heure, et ça c'est irréversible, hein, et quand on rationalise, on voit bien que les prix baissent, donc les taxes baissent, et Bruno Le Maire l'a payé très cher, hein, et puis l'emploi il diminue aussi. Donc on voit que globalement, il faut reconfigurer la société, reconfigurer ses priorités, admettre une bonne fois pour toutes que le secteur productif, il a besoin de talent, il n'a plus besoin de cohortes de main-d'œuvre soumis,
comme on vient de l'évoquer à l'instant. Il a au contraire besoin de quelques talents, essentiellement des managers, des experts et des créatifs, mais plus du tout dans les proportions. Voilà. Par contre, pour avoir ces talents, c'est-à-dire des experts très pointus, des créatifs très pointus et des managers très pointus, il faut leur donner la possibilité de se développer dans un bouillon de culture qui va bien, hein, c'est-à-dire un vivre ensemble de haute qualité. Et il faut aussi leur donner la possibilité de se ressourcer en permanence. Et il faut aussi les inviter à se ressourcer, mais en respectant un parcours de vie. Parce que quand on regarde la vie d'un individu, c'est pas un individu consommateur, voilà. C'est une famille, c'est un continuum, et l'individu, il a un rôle à jouer dans sa famille et il a un rôle à jouer dans la communauté. Et il faut que ces parcours soient harmonisés et mis en synergie. Je prends le cas des femmes que je connais personnellement, pour cause. Moi, bon, j'ai eu des projets absolument passionnants. J'ai eu une boîte qui marchait le feu de Dieu. Et en même temps, j'avais des enfants en bas âge. Et en même temps, j'avais des problèmes de famille, parce qu'on en a tous, voilà. La maman, le papa, le mari, le je ne sais pas quoi d'autre. On en a tous, hein, on n'y échappe pas. La femme joue dans le foyer un rôle différent de l'homme. Mais je vous assure que conjuguer tout ça à la fois, il faut être Madame Vishnu, hein, faut savoir faire 36 trucs à la fois. Voilà. Et donc, c'est ce modèle de société sur lequel moi je voudrais qu'on réfléchisse. Hein, et en posant proprement le problème. Ben Geneviève, moi, là, on est un peu pris par le temps aujourd'hui. On est en train de faire mettre dehors de la salle. Mais moi, c'est sur ces sujets-là, je voudrais qu'on ait d'autres discussions. Oui. Là, c'est une discussion introductive. On va les préparer à l'avance. On va prendre je sais pas, 5, 10, bon, peut-être pas 30, mais un certain nombre de thématiques. Et puis, on va se revoir sur des interviews de ce format-là, 1 heure, 1 heure et demie, pour un peu creuser ça. Et moi, à ramener aussi ce que j'ai eu de mes interviews, ce que j'en ai tiré, hein, enjeux et convictions. Mon objectif, c'est de me créer une conviction à terme, pas basée sur de l'idéologie ou sur du hasard ou sur des opinions et à droite et à gauche, mais vraiment sur des interviews de personnes qui ont réfléchi au sujet, qui des fois ne sont pas d'accord, mais comme tu dis, des fois il y a un juste milieu à trouver. Et j'aime bien cette expression, c'est pas une conviction, c'est pas juste pile ou face. Oui. Ça peut être aussi un dé. Hein, oui, quand on joue au dé, on a 1 à 6 ou on a des dés dans les jeux d'aventure qui peuvent aller jusqu'à 50. C'est des nuances, 50 nuances de gris. Voilà. Et mon idée, c'est de me faire cette conviction sur tous les sujets qu'on va aborder ensemble, plus d'autres que j'aborderai différemment, qu'on retrouvera ensemble dans nos travaux. Oui. Et voilà, avec plaisir. Voilà. Alors, moi, je voudrais souligner, un peu en conclusion, oui, si nous laisse. L'urgence de ce chantier-là. Et parce que là, pour l'instant, Macron avait fait les cahiers de doléances, qui était une réplique de ce qu'avait fait avant lui Jean Lassalle. Et d'ailleurs, c'est des travaux de Jean Lassalle que sont nés les cahiers de doléances. Et Macron les a mis sous le boisseau, ils ne sont pas ouverts au public. Donc il y a une bataille pour que ce soit libéré. Et là, en venant dans le métro, j'ai appris qu'on commence à les libérer parce que ça devient un sujet de fâcherie. Il y a une citation de Merleau-Ponty que j'aime beaucoup qui dit « Il semblerait que parfois les hommes sont dépassés par leur propre évolution ». Et c'est vraiment ce que nous vivons en ce moment. Ça veut dire que le vivant poursuit sa trajectoire, l'homme fait partie intégrale du vivant et il y a en ce moment un décalage croissant entre l'évolution qui est imprimée par les générations qui arrivent et les suivantes, et nos institutions. Et on est au bord du gouffre. Et d'ailleurs, on est au ras du burn-out. C'est-à-dire que, je prends un exemple,
Faut conclure. On découvre qu'on est envahi par la drogue. Mais on est envahi par la drogue parce qu'on a en particulier une jeunesse et des seniors qui sont à la dérive parce qu'ils n'ont plus de perspective, et ainsi de suite. Et c'est des effets en chaîne où on croyait que c'était insignifiant, qu'on s'adapterait, etc. Non, on ne peut pas vivre sans perspective. Le vivant a besoin de perspective. Notre urgence, avec un U majuscule et tout le reste va suivre derrière, c'est quel modèle de société nous voulons. Une fois qu'on a vu ça, après ça va le faire. L'ère industrielle, c'est la haute bourgeoisie qui essaye de persuader le roi qu'avec les progrès techniques, on va assurer un mieux vivre pour les populations. Et c'était un projet porteur. Et au nom de ce projet porteur, nos parents ont accepté l'inacceptable. Des usines monstrueuses qui broyaient les hommes, qui broyaient tout. La nature. Voilà. Mais on l'a accepté parce qu'on promettait le mieux-être pour les générations suivantes. Là, on ne promet plus rien. Du yaourt pour tout le monde, à tous les âges. Bon, donc notre mission, si on l'accepte, c'est de réenchanter le monde, réenchanter le futur. Alors, peut-être pas enchanter. Mais il faut couper. Je serai plus modeste. Je dis, proposons une version qui ensuite va pouvoir être débattue. Mais il n'y en a pas pour l'instant. Eh bien, on va proposer une version à débattre. Voilà, c'est ça. Au plaisir, Geneviève. À bientôt. On est dans les temps. Oui, c'est vite. Les gens arrivent pour nous mettre dehors et on est dans les temps. C'est impeccable. On est fort. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant.